C'est le débat de ce Smart Impact. On parle du financement des projets, des startups à impact avec Julie Lamy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable régional du pôle financement à la CCI Paris Île-de-France et Christophe Servazel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, cofondateur de l'atelier Cologne et Business Angel. Et on va donc parler ensemble de ces startups à impact. Déjà, est-ce qu'on peut définir de quoi on parle ? Tiens, c'est quoi pour vous une startup à impact ? Alors, une start-up à impact, pour moi, c'est une start-up qui a besoin de la rentabilité économique, Oui. mais qui a aussi le côté transformation sociale et environnementale, en fait. Et ça, c'est le critère sur lequel vous les sélectionnez, en quelque Exactement, sorte. tout à fait. Il faut qu'il y ait cette volonté, dès le départ, en fait. Il faut que ce soit intentionnel de la part de la start-up de vouloir transformer ce côté sociétal, environnemental, en fonction de là où ils veulent aller. Est-ce que toutes les startups sont à impact aujourd'hui ? Ah non, pas du tout. Non. Ce sont vraiment des chefs d'entreprise qui ont envie dans mon domaine plutôt de lancer des produits, que ce soit de la beauté, de la mode ou autre, qui sont vraiment responsables d'un point de vue écologique et social, c'est vrai, mais pour moi c'est d'abord d'un point de vue écologique, dans leur procédé de fabrication, les matières qu'ils cherchent, la recyclabilité, etc. Quels sont pour vous les principaux critères que vous avez en tête quand vous sélectionnez un projet ? C'est essentiellement les chefs d'entreprise. L'humain. C'est voilà, d'abord l'humain. Alors j'aime bien les duos, Oui. homme-femme ou homme-homme ou femme-femme, mais j'aime bien les duos. Voilà. Pourquoi ? Et puis, parce que je trouve que ça donne plus à la fois de plaisir et de sécurité. Voilà, les deux. Ça marche mieux, généralement. Quand vous vous retrouvez face à un projet de start-up à impact, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir si l'engagement, le sens, la capacité de transformation de notre société prime sur la rentabilité. Alors, la rentabilité est toujours là, il ne faut pas l'oublier dans les projets à impact. Mais si c'est pour qu'elle ferme au bout de 6 mois, ça ne sert à rien. Mais il s'avère que généralement, ils ont ce côté impact, mais ils ont aussi cette notion de rentabilité, de ROI, et donc de vouloir faire des modèles durables, performants. Donc voilà, donc ça peut être parfois un peu plus long en termes de déploiement, en fait, sur ces activités, mais pour autant, il y a toujours ces mêmes notions qui sont gardées. Mais c'est plutôt le côté dans la durée, en fait, qui permet en fait de différencier un financement impact à un financement plus classique. Est-ce qu'il y a une sorte de valeur ajoutée de l'impact ? Oui, en fait, disons qu'ils sont vraiment dans l'avantage, en fait, c'est le côté social et environnemental. Donc, du coup, il y a forcément une valeur ajoutée. Il y a cette notion de résilience aussi économique qu'on retrouve souvent dans des financements à impact, où là, c'est intéressant, en fait, c'est le côté inclusion sociale également, avec le côté, c'est plus inclusif, c'est les transformations, les nouvelles transformations sur ces financements. Ouais. Est-ce que, alors, il y a l'humain, vous nous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a des outils d'analyse ? Des grilles de lecture qui permettent de se dire, tiens, tel projet, tel binôme arrive avec son idée, mais finalement, j'applique une sorte de grille de lecture en me disant, OK, là, il y a de l'impact, là, il y a de l'efficacité, là, il y a de la rentabilité potentielle, il y a un marché, etc. Alors oui, bien sûr, j'analyse aussi la marque, les produits, le procédé de fabrication, le rapport entre le coût de revient et le prix de vente, la stratégie de distribution. Oui, il y a tout un aspect d'analyse du business qui se fait, et je décide bien évidemment aussi sur cette base-là. Ouais. Mais qui s'applique à l'impact, vous voyez ce que je veux dire, parce que là, ce que vous nous avez décrit, c'est plutôt du business, ou du produit. Est-ce que sur une matière qui est peut-être un peu plus volatile, qui est celle de l'engagement, de la capacité de transformer une société, notre société ou pas, est-ce que vous avez une grille de lecture ou pas ? Bah oui, quand on analyse les produits, donc je prends l'exemple d'une marque, je sais pas si on peut citer les marques. Allez-y, voilà, qui s'appelle What Matters, qui fait des produits super pour la maison, que ce soit l'entretien, mais aussi la salle de bain, les parfums d'intérieur. Donc c'est des flacons en verre renforcés, incassables, et qui sont rechargeables. Donc j'ai décidé d'investir dans cette entreprise parce que je trouve que c'est un super moyen d'équiper sa maison avec des flacons qui restent très longtemps, qui se cassent pas, donc on peut les garder tout le temps. Et après on achète des recharges, donc c'est beaucoup mieux que d'aller à chaque fois racheter un flacon en plastique, etc., etc. Donc ça c'est une grille d'analyse. Le type de produit, le procédé de fabrication, les matériaux utilisés, c'est vraiment le premier axe d'analyse qu'on va avoir sur une marque impact. Est-ce que, Julie Lamy, vous avez à l'inverse
des outils pour détecter le greenwashing ou le social washing? Alors effectivement, on essaye vraiment de détecter, et c'est là où on pousse en fait, c'est l'accompagnement qu'on propose en fait à l'entreprise, c'est vraiment de faire ce diagnostic et de détecter si effectivement on est sur ces notions ou pas. Donc du coup voilà, donc ça c'est une analyse qui se fait plutôt quand on rencontre le porteur de projet, le dirigeant, et c'est à ce moment-là qu'on voit si effectivement c'est juste pour dire j'ai envie de faire de l'impact parce qu'aujourd'hui effectivement il y a des financements qui sont adaptés, appropriés, ou si vraiment c'est un vrai projet. Et là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'humain qui est au cœur en fait du projet, et on sent assez vite cette notion en fait si effectivement il est impliqué et s'il a envie d'aller dans cette démarche. Est-ce qu'il y a, vous vous occupez, vous êtes sur la région Île-de-France, est-ce qu'il y a une dynamique locale, c'est-à-dire un écosystème qui permet de pousser, je sais qu'il existe, mais comment il fonctionne, ces startups à impact? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai écosystème qui existe, un écosystème qui est devenu mature. Donc il y a des incubateurs spécialisés dans l'accompagnement des projets à impact. Il y a des dispositifs de financement qui sont adaptés aussi pour ces projets. La région Île-de-France, typiquement, a aujourd'hui intégré cette notion d'impact dans ce qu'ils appellent d'ailleurs l'impact 2028, leur stratégie de développement. Et là, il y a des dispositifs où il y a des possibilités de bonification sur ces aides. Il y a des fonds d'investissement qui ont été dédiés. Donc il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Invest, qui est vraiment dédié à ces startups, avec des tickets, c'est de l'amorçage et du développement. Voilà, donc tout cet écosystème en fait a créé des dispositifs adaptés aux entreprises qui souhaitent développer ces financements. Votre rôle dans l'accompagnement des entreprises dans lesquelles vous avez décidé d'investir, c'est de les aider à s'y retrouver dans ce maquis des aides, des soutiens, des régions, des départements. Alors la première aide, elle est financière, c'est-à-dire que moi, ils viennent me voir pour que j'investisse concrètement, voilà, entre 10 et 100 000 euros, grosso modo. Et on est plusieurs business angels, et il y a de la même manière des clubs de business angels impact. Donc j'en cite un, il y en a plusieurs qui s'appellent Impact Business Angel, IBA. Voilà. Le deuxième rôle, c'est de les aider d'un point de vue global, en fonction de nos compétences. Donc on est souvent dans un projet plusieurs business angels qui ont plusieurs expériences à leur apporter, et donc on les aide dans le financement, mais ou dans la stratégie de distribution, dans la protection de la marque, dans tous les domaines dans lesquels ils vont devoir œuvrer. C'est du mentorat en quelque sorte. Oui, on peut. Oui, après, voilà, le mot, c'est un peu un gros mot, mais ah non, moi j'aime bien ce mot-là. D'accord. Mais pour moi, c'est plutôt. Enfin, moi, je me considère toujours entrepreneur, même si je suis aujourd'hui business angel. J'ai plus d'entreprise à moi opérationnelle, mais c'est des entrepreneurs qui parlent avec d'autres entrepreneurs, quoi, tout simplement. Et sur la dimension homme-femme, tiens, j'ai bien envie d'aller rechercher là-dessus. Est-ce qu'il y a plus de femmes qui portent des projets à impact? Non, pas forcément. Après, ça dépend des domaines, des secteurs d'activité, mais globalement, c'est assez bien réparti en fait entre hommes-femmes. Et comme c'est vrai que souvent il y a des duos aussi, donc du coup ça équilibre. Mais donc après peut-être plus dans le social, mais après ça va vraiment dépendre du secteur sur lequel on regarde les chiffres. Alors je viens vous chercher là-dessus parce que il y a quand même plus de difficultés pour les femmes entrepreneuses à lever des fonds. Exactement. Vous n'ignorez forcément pas cette statistique. Comment vous luttez contre ce biais? L'idée, c'est vraiment, encore une fois, sur l'accompagnement, en fait, parce que c'est un accompagnement spécifique où il faut les rassurer, ce côté leadership, ambition. Effectivement, une femme a plus de difficultés à se projeter et plus à viser la sécurité, en fait. Elles ont moins l'ambition, en fait. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui est fait pour accompagner les femmes, en fait, de travailler le leadership et l'ambition. Alors, il y a effectivement les femmes elles-mêmes, mais il y a aussi un biais des investisseurs. Effectivement aussi. Alors après, il y a des fonds qui ont été créés dernièrement sur ce volet-là pour justement les accompagner. Il y a aussi des femmes business angels qui sont là pour porter en fait et aider, accompagner ces femmes à aller chercher plus de fonds, à se développer. Mais oui, c'est vrai que c'est... Est-ce que vous l'avez ressenti ça parfois? C'est-à-dire voir par exemple un binôme, vous dites je préfère les duos, un duo de femmes qui va avoir plus de mal à lever des fonds qu'un duo d'hommes. Alors, moi, j'ai du mal à vous répondre là-dessus, parce que je ne vous l'ai pas dit forcément en présentation, mais j'ai 90% de femmes dans mes chefs d'entreprise, moi. Que ce qu'elles soient en duo ou à deux ou toutes seules. Mais ça a été aussi un choix, parce que je trouve qu'elles sont souvent plus bosseuses. Et voilà, c'est mon opinion. Et donc, est-ce qu'elles ont plus de mal? J'imagine. Mais moi, j'essaye, je crois que d'ailleurs, quand je dis 90%, c'est même 95%. J'ai en tête qu'un projet, c'est Symbiose, des boissons, où c'est deux garçons. Mais sinon, j'ai toujours des femmes. Et vous n'avez pas ressenti, quand vous les accompagnez, pour essayer
de lever des fonds, convaincre d'autres investisseurs. Bien sûr, mais ça me fait penser à autre chose. C'est que j'ai aussi aidé là, un club de femmes business angel qui est basé à Barcelone francophone qui s'appelle Airvest. Elles sont 20, l'idée c'est d'être 100, après 200, parce que on se rend compte qu'il y a aussi une difficulté pour les femmes à être business angel. Donc c'est... Voilà. Et je pense qu'en fait, on pourrait prendre le sujet par là si on crée de plus en plus de clubs dans lesquels il y a des femmes business angels, ça va faciliter le financement des entrepreneuses. Vous voyez ce que je veux dire? À la on a porté un projet, un accompagnement spécifique aux femmes. On a développé qui est Boost Féminin et du coup qui est vraiment fait pour justement accompagner les femmes et les faire, les mettre ensemble et les faire travailler ensemble vu que c'est pas tout à fait les mêmes accompagnements. Donc ça, on commence aussi à développer ce genre d'action où on peut les aider et les accompagner. Dernière question, il nous reste 1 minute. Quand un projet que vous accompagnez n'atteint pas forcément ses objectifs d'impact, qu'est-ce qui se passe? Comment vous réagissez? Pour l'instant, ça ne s'est pas passé pour moi parce que ça a vraiment été le point de départ, la raison pour laquelle j'ai investi et j'ai pas eu de personne j'ai pas eu de greenwashing, de choses comme ça. C'est vraiment très important pour ces entrepreneurs-là aujourd'hui de pas dévier de ça. C'est-à-dire que c'est la première raison pour laquelle ils entreprennent. On peut avoir l'autre problème qui est qu'ils font de l'impact, mais ils n'arrivent pas à la rentabilité. Voilà, celui-là, on peut l'avoir souvent. C'est plutôt ce cas de figure. Mais le cas de figure où ils dévient de leur objet de départ, qui est de l'impact, moi je l'ai pas eu en tout cas. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. C'était passionnant. Je vous dis à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups.